Le face-à-face. Aujourd'hui, André Berkoff est en face-à-face avec Commandant Vincent. Alors, je le précise tout de suite, c'est un nom d'emprunt et d'ailleurs, on ne vous montrera pas son image sur Sud Radio. Il est militaire, saint-cyrien, cavalier de l'école de guerre. Il a mené des opérations de contre-terrorisme. Il a notamment été déployé au Sahel, au Proche-Orient, en Afghanistan et a travaillé en collaboration avec les forces locales sur place. Et il présente ce livre, Traquer la terreur au cœur des réseaux terroristes du profilage et la neutralisation. Et c'est aux éditions Pierre de Taillac. Oui, bonjour, commandant Vincent. Bonjour, monsieur. Justement, ce livre, je l'ai reçu et il m'a tout à fait intéressé, je veux dire, voire passionné, parce que pour la première fois, vous ne faites pas justement une chronique de ce que c'est, enfin, de votre expérience. Ce n'est pas un témoignage personnel, encore que vous avez été un des acteurs de cette période, vous l'êtes encore, mais c'est d'expliquer de manière à la fois technique, de manière analytique, de manière précise, comment on peut traquer ce terrorisme. Et on sait que depuis des années, alors certains nous disaient, il faut s'habituer à vivre avec le terrorisme, ce qui ne paraît pas peut-être la phrase la plus heureuse. Non, il faut le combattre, et vous faites partie dans l'armée. Alors vous me direz, vous faites partie de l'armée. Enfin, vous êtes... Je suis toujours au sein des armées. C'est ça. Et, pardon. Et donc, vous contribuez justement à traquer le terrorisme, au contre-terrorisme. Alors, je voudrais d'abord qu'on s'explique, qu'on en parle. Au fond, aujourd'hui, le terrorisme, bon, on en a parlé, on le connaît, mais vous dites aujourd'hui, à la lumière de votre expérience, et vous ne parlez pas seulement que du terrorisme islamiste, vous ne parlez pas seulement de l'Afghanistan, de ce qui s'est passé dans notre pays, et Dieu sait s'il y a des choses à dire, vous parlez aussi de l'exemple de l'IRA et autres, et vous dites qu'au fond, et c'est très intéressant dans votre livre, vous dites que il faut... Et ça, on va parler les solutions sécurité, emploi, éducation. Mais surtout, je voudrais vous faire réagir sur, d'abord, le terrorisme islamiste. Vous savez qu'André Malraux avait écrit en 66, il disait « L'islamisme, c'est un communisme du désert ». Et vous référez un peu à Mao et à Lénine, alors que ce n'est pas du tout la même idéologie. Mais comment ça se construit, alors, ces unités terroristes ? Ce qu'il faut bien voir, c'est que là, quand on observe l'acte terroriste, c'est un peu comme un iceberg. Il y a, on va dire, la partie absolument dramatique, atroce, des gens qui sont tués, ce qui après est répercuté par un message, soit par le groupe terroriste lui-même, qui accompagne toujours une action psychologique, une action de propagande, ces actions, mais aussi par les médias qui relatent les faits bruts tels qu'ils sont. Et quand on va un peu en dessous, qu'est-ce que nous voyons ? Nous allons voir que finalement, cette action terroriste s'inscrit dans un processus. Alors derrière la petite cellule qui va mener son attaque, on peut prendre l'exemple de Mumbai. En Inde, à Bombay, à Mumbai. Oui, en Inde, oui. Voilà, nous avons en novembre 2008, 5 binômes, donc 10 personnels du groupe terroriste Lashkar-e-Taiba, qui est une succursale, une filiale d'Al-Qaïda, qui va conduire durant à peu près 3 jours des prises d'otages multiples après avoir réalisé des massacres de masse sur un petit périmètre de 3 km sur 1,5 km. Ouais, l'hôtel Taj Mahal, notamment, c'est bien ça, etc. Tout à fait. Donc, on voit qu'il y a différentes équipes, une équipe qui est chargée de faire l'assaut, une équipe de terroristes, une équipe de soutien qui va préparer ces gens-là, les conditionner, une équipe de planification, d'autres qui vont les encadrer, et puis après évidemment une équipe de communication dont le but va être de faire un retentissement médiatique pour que ce groupe terroriste apparaisse comme un acteur de sa scène internationale. Mais justement, cet attentat n'a pas été mené complètement au hasard. Quand vous regardez la frise du temps, il s'inscrit juste sur le champ diplomatique, au moment où une tractation très importante avait lieu entre Washington et Islamabad, entre les États-Unis et le Pakistan, afin de pouvoir mener une coordination dans la traque des groupes terroristes transnationaux, type Al-Qaïda, et certains mouvements facilitateurs comme les talibans. Bien évidemment, cette action va un peu paralyser, faire des soubresauts entre l'Inde, le Pakistan et par effet de ricochet, directement les États-Unis. Et si l'on reprend toute cette structure, on va dire, de formation, le terrorisme s'inscrit dans différentes phases qui reprennent ni plus ni moins que le phasage qu'avait théorisé Trotsky dans son concept de la guerre révolutionnaire, qui est ni plus ni moins qu'un mouvement, on va dire, de contournement des offensives massives traditionnelles, clausewitziennes, pour pouvoir s'attaquer à la périphérie par petits groupes, etc. C'est bien ça, tout à fait.
Et alors, et vous dites Trotsky et aussi Mao qui disait les campagnes et les villes, enfin la théorisation attaquée par les campagnes et puis s'en prendre aux villes. C'est bien, c'est bien. Si vous voulez, on a exactement cette volonté de contournement qui n'est pas nouvelle. Cette guérilla, cette petite guerre n'a rien de nouvelle. Comme j'explique dans le livre, on la retrouve dès la guerre des Gaules. On la retrouve après avec la guérilla menée par Du Guesclin contre les Anglais en Bretagne. On la retrouve avec la Vendée. C'est les Espagnols contre les troupes napoléoniennes durant le Premier Empire, etc., etc. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau, que l'on découvre. Après, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir justement cette volonté de frapper des cibles civiles, telles que l'ont montré Trotsky, telles que l'ont montré Mao, et après, telles que l'on voit aujourd'hui décliner au sein des groupes islamistes, tels que Al-Qaïda ou Daesh, tout simplement parce que les services spéciaux de certains pays arabes qui se travaillaient au profit de l'URSS dans le champ de la guerre froide ont été formés à l'école de l'URSS, ont été formés à l'école de ces pays satellites, et qu'ils ont pu comme ça avoir des compétences en guerre clandestine, en assassinat ciblé. Alors justement, pourquoi alors dans cette théorie qui remonte, comme vous dites, à loin, mais parlons de Trotsky, de Mao, pourquoi frapper les civils? C'est pour l'impact que ça peut avoir, c'est pour le retentissement médiatique et autres. Vous dites frapper des civils, justement, c'est une autre guerre, la guerre asymétrique dont vous parlez. Eh bien, il y a deux parties. La première, c'est qu'effectivement, frapper des civils, c'est ce qu'on appellerait en jargon technique une cible molle. C'est extrêmement lâche. Excusez-moi l'expression, c'est absolument dégueulasse. Parce que le civil, par essence, n'est pas formé, n'est pas armé pour se protéger face à cette menace. On a pu le voir directement en Irak, par exemple, lorsque Al-Zarqawi, j'en parle dans mon livre, dès 2003, va frapper les Nations Unies, va frapper différentes ONG, etc., etc. Son but, c'est bien évidemment de s'attaquer à des gens qui ne sont pas en mesure de riposter facilement. C'est l'essence même. Le deuxième impact, justement, de cette volonté de frapper des populations, c'est ce que derrière, le but, c'est de faire plonger la population dans le combat. La population, comme le dit un des grands penseurs du terrorisme islamiste, Abou Bakr Naji, qui a écrit Management de la sauvagerie. Qui était proche de Ben Laden, je crois. Tout à fait. Ouais, c'était un peu le Mein Kampf, si vous voulez, des islamistes. Ouais. Pour faire très très simple, il dit qu'il faut absolument de gré ou de force plonger cette population dans les combats, dans la guerre. Et par ce biais-là, la population va soit adhérer volontairement à notre doctrine, et c'est bien ce qui s'est passé en Irak dans les années 2003 à 2005, etc., etc. Puis qu'on revoit après que Daesh, dans le segment 2012-2015, reprend ça, oui. Mais aussi après, terroriser les esprits pour que les parties de la population civile qui souhaiteraient contrecarrer et s'opposer idéologiquement parlant à cette menace islamiste soient elles-mêmes, on va dire, submergées et n'aient pas autre choix que de collaborer. Vous les submerger ou un peu frapper de peur en disant il faut qu'on collabore, sinon on va être tués nous-mêmes? Est-ce que les faits, après, parlons pas de l'effet médiatique, mais est-ce que les faits, parce qu'on va parler aussi de la France après des attentats bien sûr, est-ce que les faits est de dire on va montrer qu'on est très fort, qu'on peut massacrer où on veut ou presque, et que comme ça la population, eh ben la peur, le management de la peur, enfin, et ils vont non pas se ranger de notre côté, mais au moins ils ne vont pas nous contrecarrer. C'est exactement ça. On le revoit exactement dans les attentats de la gare d'Atocha en Espagne, qui ont eu lieu, si ma mémoire est correcte, en mars 2004, au cours desquels, justement, différentes cellules terroristes affiliées à Al-Qaïda, Ben Laden, vont 3 jours avant les élections parlementaires en Espagne, frapper cette gare de Madrid, afin de voir la population aux élections électorales, morts. Oui, 105 morts, oui. S'opposer au gouvernement espagnol qui souhaitait maintenir les troupes en Irak. D'accord. Donc, ce que vous dites, et c'est très intéressant, commandant Vincent, vous dites que, au fond, tout ça, la stratégie, elle est très, et vous l'avez montré pour Mumbai, et vous le montrez dans votre livre, elle est très liée aux éléments politiques. C'est-à-dire, on frappe parce qu'on se dit, à ce moment-là, il y a telle ou telle démarche politique, donc, ou géopolitique internationale, et on frappe en fonction de ça. C'est bien ça. Et alors, justement, parlons un peu de la France, de ce qu'il y a eu, et je voudrais vraiment avoir votre analyse là-dessus. Vous en parlez, Mohamed Merah, le Bataclan, Charlie Hebdo et autres, Nice, bien sûr. Est-ce que ça s'inscrit un peu, alors, mutadis mutandis, comparaison n'est pas raison, par rapport à l'Irak ou à la Syrie ou à l'Afghanistan, est-ce que ça s'inscrit quand même dans la même démarche quand ils attaquent l'Europe en général, ou la France en particulier? Oui, tout à fait. Ça fait partie d'un plan qui est global. Quand on reprend
le phasage des cellules terroristes, il y a, si vous permettez, premier temps, il y a ce qu'on appelle la phase 0. J'en parle durant cet ouvrage, c'est un des concepts qui n'est pas tellement développé, on va dire, dans nos pays à l'heure actuelle. C'est la phase préliminaire, au cours de laquelle l'ennemi va observer, essayer de comprendre son milieu, son terrain, les cibles à venir. Exemple très très clair, en 2003, al-Zarqawi, entre le début de l'offensive américaine de mars 2003 et l'été 2003, il va observer ce que font les Américains, comment est constituée la population irakienne. N'oublions pas, al-Zarqawi est jordanien, il n'est pas du tout irakien. Absolument. Et puis les sunnites chiites, tous les conflits sunnites chiites. Après, nous avons effectivement tous les calques entre sunnites chiites, Iran, Irak, jeu de la Syrie, le rôle remarquable joué par la Jordanie pour essayer d'apaiser les tensions. Donc ça, c'est phase 0. Phase 0. Ouais. Phase de reconnaissance, de compréhension du milieu. D'accord. Il peut mettre en place ses billes, mettre en place ses ressorts pour être prêt à agir. La première phase, c'est une phase de pourrissement de la situation. L'objectif, c'est bel et bien de créer un chaos. Et ça, ce qui est absolument malheureusement remarquable de la part de Zarqawi, qui n'a pas du tout été dans de grandes écoles, c'est un ancien voyou, proxénète, toxicomane, alcoolique, c'est d'arriver à comprendre comment était constituée cette société irakienne, de voir quels étaient les segments, quels étaient le ciment qui permettait cette unité. Et de réussir, par quelques attentats, à provoquer le chaos. Attentat contre l'ambassade de Jordanie, un message très clair pour dire aux pays de la région, ne venez pas vous mêler de nos affaires. Attentat contre le siège des Nations Unies, qui étaient finalement les seuls à pourvoir aux biens de première nécessité des Irakiens, puisque Paul Bremer, le gouverneur américain, avait supprimé le parti Baas, qui permettait justement cette prise en compte de la population. Donc finalement, avec l'attentat contre les Nations Unies, nombreuses ONG, l'ONU, sont partis ou sont partie d'Irak de manière macroscopique. Et donc c'était open bar pour eux, quoi. Voilà. Et enfin, d'un attentat contre Al-Hakim, un grand religieux chiite, ce qui va conduire à un embrasement intercommunautaire avec le jeu de l'Iran et de ses forces spéciales et clandestines d'Al-Quds. On en reparle tout de suite après une toute petite pause avec le commandant Vincent. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Traquer la terreur, c'est un livre passionnant du commandant Vincent, c'est évidemment un nom d'emprunt, un cadre de l'armée, un Saint-Cyrien qui a été sur le terrain et justement ça se voit, ça se sent et qui justement fait un livre passionnant parce que ce n'est pas un témoignage, je suis allé ici, j'ai fait ça, c'est comment ça fonctionne. Il nous décrit la mécanique du terrorisme et comment éventuellement essayer de le traquer et puis de l'éliminer. Alors on a parlé de la phase 0, vous parlez de Mumbai, mais au-delà de Mumbai, la phase 0 c'est l'observation, c'est de voir effectivement les forces en présence, les populations en présence et avec l'exemple d'Abou Moussa el-Zarqawi, puis vous parlez phase 1, c'est on attaque, hein, les bombardements, les attentats, la terreur. Et ensuite, phase suivante, commandant Vincent. On a pris la phase 2, qui est le contrôle d'une zone donnée. Donc l'espace, contrôle de l'espace. C'est bien ça. Donc là, quand on prend le cas de l'Irak, pour rester, on va dire, un fil conducteur, de 2004 à 2014, al-Zarqawi et ses successeurs vont à la fois chercher à contrôler un espace, et tout en contrôlant l'espace qu'ils ont réussi à acquérir, ils vont faire une technique de pourrissement. C'est-à-dire qu'à la fois, ils vont chercher à pourrir, ni plus ni moins, que la zone suivante. Leur objectif suivant, c'est je contrôle et je tiens mon point. Tout en faisant cette stratégie-là, je prépare le coup d'après en recréant d'autres attentats, ces prochaines périphéries, ces prochains objectifs. D'accord. Ça, c'est très clair. Mais il y a quand même des méthodes pour les éliminer. On l'a vu en Irak, c'est cette conjugaison du général Petraeus qui, avec le Surge, va envoyer des détachements pour pouvoir contrôler le terrain, enlever à l'ennemi sa liberté d'action, ce qui fait qu'il ne pourra plus se promener comme il le souhaite sur le terrain. Et par ailleurs, le ciblage des cellules terroristes, la doctrine de McChrystal, Team of Teams, en très gros, sont les analystes qui, à partir de ce qui est recueilli au sein des opérations, vont donner du renseignement frais, actionnable, pour les capturer des cellules terroristes ou les certifiées. neutraliser. Oui, c'est ça. Quand ils ne se rendent pas après, il y a un moment où il faut faire ce qu'il faut. Et après, c'est ainsi que, en capturant des cellules terroristes, on obtient des éléments, des téléphones, du renseignement exploitable. On peut relancer l'action. C'est ce qui fait que, en 2 ans, de 2004 à 2006, on voit le nombre d'opérations
produites par les équipes de McChrystal être multipliées par 40. Ça montre bien la capacité que l'on a à pouvoir traquer ces gens et pouvoir les empêcher de nuire. Alors ça c'est... Pardon, il y a eu une phase 3 et je voudrais savoir... C'est bien ça, c'est la gestion d'une zone qui, après avoir été, on va dire, contrôlée, va être administrée. C'est ça. C'est ni plus ni moins que ce qu'on a pu voir de Daesh de 2015, 2014, 2015 jusqu'à 2018 et qui a cherché à s'étendre. Et c'est là où l'on va voir la volonté de Daesh de chercher à se régénérer, d'où justement l'envoi de loups solitaires dans les pays occidentaux ou autres pour pouvoir qu'on ait des actions médiatiques qui vont lui permettre de pouvoir montrer qu'ils sont capables de frapper en dehors de leur sanctuaire. Donc, pardon, Colin Vincent, c'est-à-dire Daesh revendique, et que ce soit en France, en Amérique ou ailleurs ou en Europe, on frappe, alors des loups solitaires ou des petites actions ou des petits groupes frappent et font évidemment un impact médiatique énorme. C'est bien ça. C'est aussi la volonté de pouvoir avoir de nouvelles franchises. On va avoir des groupes de bandits ou islamistes qui vont chercher à rallier les tentards de Daesh. Exemple, Boko Haram en 2014, qui va vouloir faire allégeance à Daesh. Et chose intéressante, j'en parle dans le livre, on va voir les gens de Daesh dire à Boko Haram, vos vidéos de propagande sont faites par des pecnos, c'est de l'amateurisme. Une fois que vous aurez réalisé des vidéos de propagande de bon niveau, on va vous coopter. Mais devenez un peu professionnel, les gars. Ah oui, devenez professionnel, vous êtes amateur. Tout à fait. Quoi. Et enfin, le dernier cas, à savoir les loups solitaires, des gens, des foreign fighters, qui sont ni plus ni moins que la volonté de retrouver, par le biais justement de cette propagande, des gens qui à partir de pays qui ne sont pas sous le contrôle de l'État islamique, qui vont venir en Irak, en Syrie, dans cette zone contrôlée par Daesh, afin de pouvoir régénérer en troupes, ni plus ni moins que les forces du califat. Venez combattre avec nous. C'est bien ça. C'est les brigades internationales, pardon, je ne veux pas comparer évidemment avec la guerre d'Espagne, ce qui serait assez obscène. Mais alors justement, je voudrais que vous me donniez, qu'est-ce qui s'est passé? Prenons un exemple en Occident. Il y a eu en Amérique, vous avez un exemple que vous racontez dans votre livre sur l'Amérique et sur comment l'Amérique s'est un peu débrouillée. Je ne parle pas du 11 septembre, mais vous parlez de John, enfin c'est un nom d'emprunt. Tout à fait, John c'est un pseudo que je lui ai donné, un très bon camarade, qui a une très riche expérience au sein des forces spéciales américaines, un sous-officier de très haute valeur, qui a été déployé notamment en Irak et en Afghanistan, et qui, à son retour d'Irak, où il avait été dans un secteur particulièrement difficile, touché par les troupes de Al-Zarqawi, il avait dû mettre en place des tactiques et des techniques contre-insurrectionnelles pour ramener la paix, la prospérité, faire en sorte que la population civile ne soit plus frappée par les cellules terroristes de Al-Zarqawi. Donc on revient toujours à cette volonté de chercher à protéger la population, la couper de la terreur, la couper des cellules terroristes. Et il se retrouve à retrouver un nouveau job à son retour aux États-Unis. Et au cours de cette période-là, il est officier de police. Et se retrouve dans une grande mégalopole américaine. Laquelle, si on peut la Non, donner. j'en parlerai pas, ce qui sera rapidement spotable après. D'accord. Et dans cette grande mégalopole, le maire de la ville lui dit, écoutez, je suis très enquiquiné par la guerre des gangs qui empêche, qui paralyse certains quartiers de la ville. Et donc le fameux John lui dit, écoutez, aucun problème, je m'en occupe et je vais appliquer les techniques contre-insurrectionnelles que j'ai mises en œuvre en Irak, dans tel secteur. Donc le maire est assez inquiet en imaginant tout de suite des checkpoints à toutes les rues, des unités cynophiles allant renifler à gauche et à droite, les hélicoptères déposant en cordeliiste en fast swapping Oui, il voit la guerre. les sticks sur les toits des immeubles. Et non, c'est complètement différent. Le fameux John a fait une approche bloc par bloc. Dans une première maison, il a cherché à savoir qui étaient les habitants, quels étaient leurs besoins premiers. Est-ce qu'ils avaient accès aux biens de première nécessité, éducation, médecin, pharmacie, emploi. Une fois qu'il a pu au fur et à mesure sa démarche de bloc en bloc, de comprendre quel était le réseau humain, quel était le tissu humain, quels étaient leurs besoins, il a agi par priorité. La première des priorités, c'était d'arracher les enfants à cette violence, à cette terreur. Donc il a envoyé des policiers, donc des grands costauds américains, accompagner les petits-enfants à l'école et les protéger. Et par ce biais-là, les enfants ont pu échapper à la terreur. Au fur et à mesure, les gens ont pu revenir
vers les emplois. Avoir la possibilité d'acheter dans les supermarchés les supérettes, les biens de première nécessité. Sécurité, éducation, emploi pour rejoindre la population. Commandant Vincent, je suis très embêté, ça c'est la radio, on est un peu limité. Je vais vous faire revenir et promettez-moi de revenir pour parler du reste parce qu'il faut continuer. Mais c'est un livre que je recommande, Traquer la terreur au cœur des réseaux terroristes, parce qu'il faut comprendre ça si on a envie de sortir de ce cauchemar-là. Lisez ce livre. Merci. Merci, commandant Vincent. André Berkoff, Sud Radio continue et vous aussi. Et ce sera la culture dans tous ces états dans quelques minutes. Vous parlez des destinées tragiques des dynasties royales, impériales et princières. Avec Céline Alonso, à tout de suite.